le goût de l'écriture au niveau du polar, du thriller plus exactement, c'est venu quand et comment? Alors, le goût de l'écriture, je pense que ça a d'abord été l'envie de raconter des histoires. D'abord orales, c'est marrant, hein, c'est un peu c'était un petit peu la veillée, moi, au départ. C'est-à-dire que je m'amusais quand j'étais très jeune, 8-10 ans, à raconter ce qu'on appelait des histoires dont vous êtes le héros. C'était mon époque, les gamins lisaient ça. C'était des livres où tu choisissais à la fin d'un chapitre d'aller dans une direction ou une autre. Et j'embêtais mes camarades quand on prenait le train, le bus, dans des sorties d'école, et je leur disais, bah voilà, maintenant, tu es dans un château, tu dois traverser un hall, est-ce que tu vas aller à droite, à gauche, et j'improvisais des histoires. Donc ça a toujours été là. Ensuite, ça a été des petits courts-métrages que je faisais quand j'étais jeune ado, avec des petites caméras, des pétards, des fils de nylon. Je m'imaginais des histoires de science-fiction, avec des vaisseaux spatiaux, des explorations. Et puis enfin, plus tard, ça a été l'envie s'est manifestée de manière plus abrupte, puisque j'ai voulu embrasser, tu vois, une carrière un peu cinéma. Donc j'ai fait des études de cinéma à la Sorbonne pendant 4-5 ans, tout en travaillant en parallèle en journaliste, donc en écrivant. J'étais journaliste papier, et donc pendant cette période, j'ai commencé à écrire des scénarios qui sont absolument illisibles aujourd'hui, j'en suis sûr. Mais pour moi, vraiment, le livre était un Everest infranchissable. C'était dans ma tête, quand je commençais vraiment, tu vois, 18-20 ans, j'y pensais même pas. Je me disais jamais je pourrais écrire un livre, c'est trop gros, c'est trop complexe. Et puis finalement, une histoire m'a suffisamment porté pour que je me lance dans le bain. Et me voilà aujourd'hui à tes côtés. La découverte d'Ixos s'est faite comment? Ah, histoire compliquée, intéressante. La découverte d'Ixo, c'est que moi j'ai commencé en auto-édition avec Les Limbes, qui était mon premier, qui a pas mal marché quand j'ai lancé en 2015 en auto-édition. Il y a eu un petit succès d'estime, donc voilà, je l'avais d'abord envoyé des maisons d'édition, ça avait été des négociations un peu longues et laborieuses, mais rien s'était concrétisé. Je le lance en auto-édition sur les conseils de ma femme, toujours avisée évidemment, qui est un peu mon coach, ma psychologue, ma première lectrice, bon voilà, beaucoup de choses en tout cas, très importantes. Et sur ces conseils, je me lance en auto-édition, je lance le livre, ça marche pas mal, ça intéresse un petit peu du coup les éditeurs cette fois-ci, mais cette fois-ci je me dis, je vais me donner le temps de trouver le bon partenaire. J'ai eu la rencontre avec un jeune éditeur qui s'appelle Sam Sweetbee, qui était un éditeur de manga. La société s'appelle Komiku, qui marchait très fort en France, mais il rêvait de créer une société, une maison d'édition grand public, populaire, d'ailleurs un peu dans les traces de Michel Lafon et de Bernard Fixot avec Ixo. Et il a dit, bah écoute, j'ai un coup de cœur pour les limbes, je veux que ça soit le premier livre de cette maison d'édition. Quand on vous fait une offre comme ça, t'imagines, elle se refuse pas, comme dirait le parrain. Et donc je me suis lancé avec lui, on a signé plusieurs livres, et ça a été aussi un moment où moi, dans ma vie personnelle, j'arrivais au bout d'un... J'étais à la croisée des chemins, tu vois, j'avais été journaliste pendant une quinzaine d'années, j'avais des envies d'ailleurs et d'autres choses, j'avais envie de me lancer dans le monde de l'écriture vraiment à fond, donc je me suis lancé. On a fait 2 livres ensemble, Les Limbes et Le Maître des Limbes, donc le diptyque. L'histoire était bouclée. Et puis on a discuté, moi je lui ai expliqué que c'était ma vie, c'était ma carrière et que j'avais besoin vraiment que ça prenne une ampleur. Et il était important pour moi que je franchisse une étape. Sam, mon éditeur de l'époque, a été compréhensif, il a compris ça parce que lui, c'était une jeune structure, hein, c'est une structure familiale, il débutait. Aujourd'hui, maintenant, Dos Actus existe encore, ils font des bouquins de fantasy, ils font des très beaux chiffres, mais à l'époque, c'était encore le début. Et donc, il a compris, il m'a laissé partir, on garde des bonnes relations ensemble. Et donc, à ce moment-là, il m'a fallu trouver un autre éditeur. Et donc j'ai envoyé mon roman à quelques éditeurs, j'ai eu la chance d'être un peu soutenu par une super libraire qui s'appelle Caroline Valla, qui m'a un peu recommandé auprès de quelques éditeurs qu'elle connaissait bien. Donc j'avais déjà, j'allais pas en territoire comme ça, c'était pas un envoi perdu parmi la masse, c'était des bouquins qui étaient un peu recommandés. Et je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs, et plusieurs ont été intéressés, j'ai eu de la chance, c'était l'affaire Clara Miller à l'époque. L'affaire Clara Miller, plusieurs ont été intéressés, et puis moi j'ai réfléchi très rapidement. J'ai souvenir d'avoir reçu un coup de fil de Bernard Fixot un mardi soir, je me rappelle très bien. Ce moment un peu suspendu où tu te demandes, tu vois, Bernard Fixot c'est vraiment quelqu'un de connu et d'important dans le milieu de l'édition. C'est quelqu'un qui arrivait avec une approche très surprenante et disruptive. Le mot est pas très heureux, mais dans le marché de l'édition, lui avait travaillé longtemps chez Robert Laffont. Tu noteras que je fais des réponses toujours plus longues.
a travaillé longtemps chez Robert Laffont et il sortait 250-300 livres par an. Et il avait cette envie de dire, ok, je vais monter ma maison, on fera 20 livres par an. Au début d'ailleurs c'était 10, maintenant ils en font 25. Mais on fera pas beaucoup de livres par an, on va les défendre, on sera avec eux et tout ça. Donc évidemment, quelqu'un que je connaissais, que j'avais identifié, j'avais vu les succès formidables qu'ils avaient faits. Guillaume Musso, Christian Jacques, Marek Alter, Bernard Minier, évidemment, Nicolas Beuglet, évidemment, dans le polar. Henri signé au même moment. Ça c'est intéressant, je pourrais en parler après. Et en gros, je reçois ce coup de fil, un mardi soir. Allô? Oui, bonjour, Olivier, oui, c'est Bernard Minier. Alors, je suis désolé, c'est Bernard Fixot. Je suis désolé si Bernard un jour écoute une de mes mauvaises imitations, il va me gronder. Mais c'est pour aussi traduire le côté, comment dire, très spontané, ce que j'aime avec Bernard, c'est que c'est quelqu'un qui est direct, qui ne tourne pas autour du pot, qui vous dit les choses quand elles font du bien, mais aussi quand c'est plus dur. Donc c'est quelqu'un qui est cash, et moi j'aime ça, c'est quelqu'un qui vous fixe avec ses grands yeux bleus et sa pétulance et son intelligence. Et il me dit voilà, j'ai bien aimé votre livre, c'est bien, c'est bien. Bon, il y a du boulot, Mais bon, quand est-ce qu'on se voit? Je fais, bah écoutez, je sais pas, demain 16h? Très bien, demain 16h. Et bon, bam, tac, et je te jure, au moment où j'étais au téléphone, je me dis, c'est une blague, c'est quelqu'un qui me fait une blague. Bref, le lendemain, on se rencontre, et durant cette rencontre, évidemment, l'argument phare, ça a été de dire, voilà, vous intégrez une famille, nous, on défend nos auteurs, on les pousse, on les soutient, voilà. Et donc, la question s'est pas longtemps posée, finalement. J'ai rapidement mis un terme aux autres discussions que j'avais, parce que intégrer une maison comme XO, c'est rare, c'est une chance. Et me voilà aujourd'hui avec 4 livres à mon actif. Et j'ai l'impression de ça y est, commencer à faire un peu partie de la famille XO. J'aime bosser avec ces gens, j'aime la confiance qu'on a les uns envers les autres, la confiance qu'ils me font aussi, tu sais, de pouvoir changer de territoire, aller vers de nouveaux horizons, ce qui est le cas avec Roche de Sang. Un éditeur aurait pu me dire « Ah bah non, tu m'as fait 3 bouquins avec Paul Green, ça marche bien, continue avec Paul Green. » Non, ici pas du tout, ils ont écouté mes envies. Et puis c'est une maison rare, puisque c'est une maison, au-delà du fait qu'ils ont peu de livres, c'est une maison où, par exemple, quand tu sors un livre, un auteur, toute l'équipe a lu le livre, toute l'équipe a envie de le défendre, que ça soit Édith Leblond, la directrice de la maison, Renaud Leblond, mon éditeur, Camille Ledose, évidemment mon éditrice avec qui je travaille le manuscrit. Elle va passer 4 mois avec moi à le bosser, donc ça, elle le connaît bien. Mais l'équipe des attachés de presse, l'équipe, la responsable digitale, Marine, et moi je reçois des mails des équipes, voilà, donc vraiment quand les gens m'en parlent. Donc c'est vraiment, on sent qu'il y a cette envie d'avoir peu de livres, mais de bien les défendre, savoir bien les défendre. Et ça c'est très rare, et je chéris ça. Oui. Ce sujet-ci, qu'est-ce qui a fait le déclic pour le choisir? Alors vraiment, l'histoire de Roche de Sang, c'est une rencontre avec la Corse évidemment, mais ça fait 10 ans que ce sujet me tourne dans la tête comme une... Tu parles de la Corse toujours? Ouais. De la traite des... Non, vraiment sur le sujet, l'idée de base m'est apparue il y a une dizaine d'années. C'était un soir d'été dans les calanques de Piana, donc dans la baie de Porto en Corse, un coucher de soleil en bateau, on cabotait, on dormait, un peu sur mes parents ont un petit bateau avec, c'est un peu camping, mais bon, c'est quand même du bonheur. On dormait et le soir tombait, peut-être un yacht passait à l'horizon et je me suis dit tiens, ça serait intéressant de parler de ça. L'envie aussi de raconter. Donc l'idée m'est apparue vraiment cristalline, ça a été l'histoire de 2 frères que tout oppose, qui sont des bandits et qui vont décider pendant une très courte période de prendre d'assaut des yachts de milliardaires. Des nouveaux pirates en quelque sorte. Des nouveaux pirates qui veulent aussi reprendre leur part du gâteau, j'en parle dans le bouquin. Et ensuite c'est greffé, donc il m'a fallu du temps, mais c'est greffé aussi l'autre histoire périphérique et celle de Marie au présent, Marie Janssen qui enquête sur les zones d'ombre de l'Europe en effet. Voilà, d'accord. Mais comment parviens-tu à créer cette atmosphère où le lecteur doit se retourner presque, parce qu'il y a un craquement de branches derrière, où il y a un oiseau qui... Comment crées-tu cette ambiance? Bah vraiment, moi l'immersion je la construis... Déjà je pense qu'elle se construit d'abord par l'attachement que vont avoir les lecteurs pour les personnages. Je pense que la clé d'un bon thriller, selon moi, et pour en avoir discuté avec certains autres auteurs, on partage cette idée, sans bon personnage, un thriller n'est rien. Tu peux arriver avec une mécanique imparable, avec des twists dans tous les sens, si finalement tu t'en moques, tu n'es pas attaché à tes personnages, si tu ne crains pas pour eux, ça n'a pas d'intérêt. Et en effet, donc pour moi, c'était vraiment construire un socle avec des personnages pour lesquels tu ressens de l'empathie, pour lesquels tu vas frémir,
et ensuite développer cette mécanique, ces scènes de tension. Moi j'avais vraiment des idées claires, hein, de moments que j'avais envie de raconter, de scènes fortes, de scènes clés. Et ce qui était intéressant, c'est aussi le jeu avec les deux temporalités. C'est qu'on peut suspendre un peu. On peut accrocher des choses, c'est-à-dire qu'on va quitter Marie Janssen, l'agent d'Europol, qui est prise au piège dans un chalet en Suisse. Hop, on se retrouve en 1993, 20 ans avant. Alors on se retrouve dans une autre scène de tension, mais on sait qu'il y a toujours Marie qui est piégée dans son histoire. Et donc voilà, j'aimais aussi jouer sur ces deux temporalités pour faire un jeu du chat et de la souris avec le lecteur. C'est que vous essayez, vous, de tisser des liens, de comprendre, de faire sens. Et puis voilà, et puis moi j'aime avoir une écriture très épurée, qui va à l'essence. C'est pas pour ça que je n'ai pas des descriptions, mais voilà, j'aime vraiment m'effacer moi en tant qu'auteur, ne pas me regarder trop écrire, même si je pense que c'est peut-être mon livre le plus littéraire, hein, que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, alors je m'imagine, hein, sur les hauteurs de Toulon, avec mon ami Alain Cadéot, ouais. où on voit, je vais dire, là, ce gars, on fait un bond en arrière, qui est là, qui surveille son petit cabanon et qui explose. Tout à fait, c'est le début du Qui roman. est ce personnage extraordinaire? Alors, Ange Biasini, c'est donc l'un des deux frères héros de cette histoire. Au début du roman, en effet, comme tu le dis justement, Ange s'est exilé de la Corse, il l'a quitté depuis 3 ans, il a fui son passé. Et ça commence, le roman s'ouvre au Pradet, qui est un petit village que j'aime beaucoup, à côté entre Toulon et Hyères, dans le Var. Et Ange a monté un petit club de plongée, sans prétention. On sent qu'il a du mal, hein, à finir les fins de mois. Très solitaire, toujours. Très solitaire, et la première phrase, je crois que c'est ici, on l'appelle le taiseux. Et en effet, c'est le surnom que lui ont donné les gens. Et ce que j'aimais, c'est je raconte Ange d'abord par les autres. C'est le regard qu'ont les autres sur lui. C'est ce petit village, on sent qu'il y a des rumeurs, des racontards. Et en fait, tout le monde le raconte par l'extérieur. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et Ange n'est pas surpris, il a toujours vécu comme ça. On comprend qu'il a des codes, on comprend qu'il a l'habitude de vivre dans la peur, dans la paranoïa. Il fait le tour de sa voiture tout le temps avant d'embarquer. Il ne prend jamais 2 fois le même trajet. Quand il rentre dans un café, il ne s'assoit jamais dos à la porte. Donc on comprend qu'il y a un passé, une histoire que je vais dévoiler au fur et à mesure. Et en effet, c'est ça qui m'intéressait. C'est vrai que tu fais parler les ombres. Ouais. Tu fais parler les coins d'ombre. C'est ça. C'est extraordinaire. Et ça, c'est l'atmosphère que tu crées, qui prend le lecteur vraiment dès le départ. Bah, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire. Ouais. Et puis là, ce qui me permet aussi ce que me permet ce livre, pardon, c'est que moi, mes autres livres étaient à la première personne. Donc je racontais sous la forme du jeu. Donc chaque chapitre, c'était un personnage. Là, je suis passé à la 3e personne. J'avais cette envie de me réinventer aussi un peu dans mon écriture. Et cette 3e personne me permet d'être un peu plus omniscient, toute proportion gardée, mais de prendre du recul sur mes personnages, donc de montrer d'autres regards, mais aussi de donner du rythme. Dans un même chapitre, ce qui est sympa, c'est qu'on peut passer d'un point de vue à l'autre. Donc c'est intéressant en termes de pure psychologie, mais aussi dans des scènes, on va dire, de rythme et d'action, de suspense. Par exemple, on va vivre 3 grands braquages de yachts de milliardaires durant l'histoire, et ces braquages, vous allez les vivre avec des paragraphes, on passe d'un point de vue à l'autre, et donc j'aime créer cette tension, on sait qu'il se passe quelque chose sur le yacht, et au même moment on est piégé avec le jeune Théo, où son bateau ne réussit pas à démarrer, ne peut pas rejoindre son frère, et ainsi de suite. Et donc j'aime bien jouer avec ça. Ça, c'est le moteur du paternel qui ne démarrait pas. C'est ça. Parle-nous un peu de l'écologie, parce que tu parles beaucoup d'écologie là aussi. Oui, en fait, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, de la place de l'homme sur ces terres. C'était déjà un peu le sujet de la forêt des disparus, j'en parlais un petit peu aussi. Là, ce qui m'intéresse, c'est que, comme je te l'expliquais, je suis très 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 attaché à la Corse. Ce qui me touche aussi beaucoup humainement, personnellement, intrinsèquement en Corse, c'est que c'est une terre qui est encore vierge et protégée et sauvage, grâce à son peuple, ses habitants qui depuis longtemps font tout pour protéger cette belle île. Et donc ce que j'aime là-bas, c'est cette plénitude de pouvoir marcher longtemps, naviguer longtemps, sans voir une seule maison à perte de vue. C'est quelque chose qui est rare dans nos mondes modernes. Et donc je parle un peu de ça parce que malgré tout, il y a quand même des projets de construction. Je parle du grand banditisme dans le roman, et le grand banditisme, notamment dans les années 80-90, a essayé de dénaturer cette Corse. Il y a eu des gros projets immobiliers qui heureusement sont tombés à l'eau. Notamment, il y avait un projet
de grands projets immobiliers dans le désert des Agriades qui heureusement est tombé à l'eau. Moi je m'en inspire un peu pour inventer un projet immobilier qui serait un peu aux mains voilà, du grand banditisme et des mafias d'Europe de l'Est. Et sauf que quelques Corses essayent de se lever contre ça, donc montent des associations avec des avocats pour essayer d'empêcher ce projet, mais c'est un peu, ils se battent un peu contre des moulins, il faut le dire. C'est incroyable, parce que moi, je suis un fervent de Google. Ouais. Je vais voir des endroits, les cabanons qui sont démolis, qui sont là. Oui, ça existe encore. Ils existent encore. Oui, oui, ça existe encore. Il y a encore des... En fait, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas expert sur la question du grand banditisme corse. Donc voilà, certains en parlent mieux que moi, mais j'ai quand même bien potassé mon sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le grand banditisme corse est un peu institutionnalisé. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on était vraiment sur des gangs, des clans, qui faisaient, voilà, il y avait les machines à sous, les machines, les jeux à l'arrière-salle de certains cafés, l'argent investi dans les discothèques, l'hôtellerie, une forme de racket aussi, des placements immobiliers. Aujourd'hui, on est un peu sur du banditisme en col blanc, avec des intérêts, voilà, ils sont peut-être un peu plus installés aussi, des plus grosses sommes d'argent investies dans des parcs immobiliers. Il y a un gros marché un peu trouble, encore, c'est le marché du traitement des déchets. Voilà, donc c'est encore plus compliqué, je pense, de les combattre aujourd'hui. Mais oui, c'est une histoire très compliquée, très compliquée. On est en apnée, là. Hein. Ah oui, bah oui. C'est comme Ange. En effet, ouais. Tu fais de la plongée aussi? Moi, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 7 ans, j'aime l'apnée. Pour donc le fait de plonger voilà, sans rien, sans bouteille, juste avec... C'est un terrible moment d'émotion. Ouais, ce que j'aime, c'est à la fois la liberté que m'offre l'apnée, c'est que j'ai juste à partir avec mon tuba, mes palmes, mon masque, nager, et j'aime l'idée d'aller à l'essentiel, de devoir aussi se remettre en question en retenant sa respiration. C'est une forme de méditation quelque part, on est vraiment sur un état quasiment méditatif. Alors attention Willy, hein, je suis pas Jacques Mayol, je descends pas à 50 mètres, mais mon père est un très bon apnéiste. Mon père a vécu 2 ans en Guadeloupe, il plongeait à 25-30 mètres en apnée. Moi je descends gentiment à 15 mètres, je pense, déjà je suis content. Je pratique pas autant que lui, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce temps suspendu, le liquide autour de nous, être entouré de la mer. Moi je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, et quand je nage, c'est peut-être le seul moment où mon esprit se vide, et où il n'y a rien d'autre que l'eau. D'ailleurs, je crois que ce que je dis d'ailleurs en début du livre. Il est là. Il est là, ouais, parce que je crois que c'est marrant, la citation, c'est un peu ce que dit Ange au début du livre. Donc évidemment, quand Ange parle d'apnée, ça me touche beaucoup, parce que c'est quelque chose auquel je suis très attaché. D'accord. Alors dans l'écriture, ce qui est somptueux, c'est que dès le départ, tu cites un prénom que je ne vais pas dire, qui disparaît parce que la personne va porter son nom et non plus le prénom. Et là, c'est vraiment mener le lecteur en bateau, presque. C'est le but du thriller. Tout. Oui, bien sûr. Non, j'aime bien jouer avec... j'aime bien les lectures ludiques. J'aime les livres que tu prends et tu les relis. En effet, pour le coup, je commence le livre. C'est une mécanique que j'aime bien. Je commence avec un prologue qui se passe quasiment, on va dire, à la fin du livre. Voilà. Donc le prologue... c'est un anglicisme, mais j'en suis désolé, flash forward, c'est le fait que voilà, c'est pas quelque chose qui vient du passé, mais qui vient quelque part du futur. Vous allez découvrir finalement un bout de la fin du livre en prologue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que d'emblée ça pose une ambiance, ça pose des enjeux, ça pose une tension surtout, parce que là il se passe quelque chose on sent c'est assez fort. Mais j'aime aussi cette idée que peut-être les lectrices et les lecteurs vont relire au fur et à mesure ce prologue, en ayant à chaque fois, au gré de la lecture, des nouveaux indices qui vont mieux lui faire comprendre tout ça. Et ouais, donc j'aime bien tout. Et puis voilà, semer des indices, essayer de faire en sorte que tout soit cohérent, organique. Donc vraiment, j'aime l'idée pour moi, c'est un livre, c'est du tissage, quoi. C'est vraiment, on tisse comme ça, on revient sur c'est de l'artisanat, quoi. Tu vois, on revient. Je compare souvent aussi l'écriture à l'ébéniste, le métier d'ébéniste, c'est que on revient comme ça. J'ai l'impression que jour après jour, on vient sculpter son petit meuble en bois, on arrache un petit peu des petits copeaux comme ça, et puis on polit un petit peu le bois, on le vernit ensuite. Il faut revenir sans cesse sur son ouvrage. Pour moi, on est vraiment sur un métier d'artisanat. Faut pas avoir peur de revenir, de retravailler. Et j'aime les idées, j'aime aussi ces romans comme ça où
où tu te rends compte peut-être a posteriori que ça c'était cohérent avec ça, et tout prend sens un peu à la fin. Je te vois arriver avec la longue écharpe déjà que tu es en train de Et- tricoter. Il y a Et il y a tout un boules- jeu avec il y a l'écharpe, en effet, dans le bouquin. T'as raison avec le film aussi. Ouais, ouais. Voilà, C'est un peu un bon, livre de tisserand. voilà. Mais j'imagine un petit peu, tu arrives chez Fixo, tu en as parlé dès le départ de l'équipe, où il y en a qui vont resserrer un peu les fils, d'autres qui vont peut-être les relâcher. Mais à quel moment il y en a un qui claque des doigts et qui dit maintenant stop, on arrête, c'est bon. Ouais, très Comment bonne ça se question. passe Comment ça se passe C'est plutôt une discussion qu'on a avec mon éditrice Camille, donc qui m'a accompagné, Camille Ledos, que je salue, qui m'a accompagné sur 2 romans maintenant, donc Méfiez-vous des anges et Roche de sang. En effet, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'aime aussi travailler comme ça sur la matière. Donc moi je livre le meilleur bouquin possible, on va dire, je Oui. livre maintenant cette habitude je le livre on va dire en décembre, et de décembre à mars on va vraiment le travailler. Donc on va faire des lectures ensemble, c'est vraiment pas quelqu'un qui va me retravailler mon texte, qui va me proposer des choses, qui va me dire, ce que j'aime avec Camille c'est qu'elle me force à aller chercher l'âme de mes personnages. D'accord. Vraiment à m'interroger sur la cohérence psychologique, sur le chemin psychologique que vont faire mes personnages, et c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, Camille a tellement travaillé avec moi qu'elle connaît parfois mieux le livre que moi, certains détails, tu vois. Et voilà, donc il y a plusieurs lectures, hein. Il y a une lecture d'abord en effet grammaticale, orthographe, on a aussi des correctrices, des correcteurs qui travaillent avec nous, on a un préparateur de copie, on a quelqu'un qui va aussi, surtout sur ce livre, c'était un enfer pour lui, parce que là c'était la cohérence, c'est-à-dire est-ce que par exemple on parle d'un tel modèle de voiture en 1993, est-ce que c'est cohérent? On parle, je sais pas, d'une station de radio, d'un morceau de musique, d'un film, on va parler de l'organisation d'ex-Yougoslavie, on va parler de l'organisation d'Europol, donc à chaque fois quelqu'un, j'ai déjà fait le boulot, mais va revérifier derrière, pour s'assurer que, 1, c'est clair, et 2, c'est cohérent. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc moi, je sais que j'ai tendance à écrire long, comme je parle long, et je m'en excuse, et donc on va resserrer un peu la matrice comme ça, pour revenir à l'essence. C'est pas mal de boulot avec Camille. Jamais, en effet, jamais elle ne réécrit pour moi, c'est toujours une discussion, j'ai jamais eu l'impression, le livre qui est là, c'est mon livre, tu vois, j'ai pas l'impression d'être trahi du tout, hein. C'est vraiment le livre que je voulais raconter, et d'ailleurs je pense que c'est sur celui-là qu'on a eu le moins de travail. Et ensuite, en effet, il y a un moment, il faut laisser s'envoler notre bébé, quoi, et donc ça se fait naturellement, on a une dernière relecture sur épreuve, on va modifier encore des petites choses, il y a toujours des choses, Le titre est dès le départ. Non, le titre évolue. Moi, j'ai... Tu avais quoi comme titre au départ? Bah, il est en couve, hein. Finalement, mon titre, c'était Que ma blessure soit mortelle. D'accord. Mais c'est vrai que c'était un titre un peu dur, pas clair. Mais ils l'ont gardé, quoi. Auquel je tiens, mais voilà. qui est intrinsèque. En fait, je pense, malheureusement, c'est peut-être un titre que tu comprends quand tu as lu le livre, parce qu'il est au cœur de l'histoire, puisque c'est la phrase, l'inscription qui est trouvée en lettres de sang en Corse, mais donc qui est traduite, c'est C'è la mia felicità sia mortale, qui est trouvée en lettres de sang sur le cadavre du milliardaire serbe au début du livre, et qui va sous-tendre toute l'histoire, c'est un peu le fil rouge de ce livre. Et donc j'aimais cette idée, voilà, que ce titre voilà, soit le titre du livre. Moi, c'est le titre qui m'a guidé durant l'écriture. Mais j'avais en tête aussi Roche Rouge, puisque c'est le nom du gang, du clan des Biasini. Mais Roche Rouge est déjà un roman qui existe et qui est récent, et je trouve aussi que Roche de sang peut-être apporte un enjeu de tension, de thriller, et qui est finalement aussi une des appellations du clan dans le livre Roche de sang, donc c'est cohérent. Et donc oui, le titre peut évoluer, mais après si je tiens à quelque chose, je vais le soutenir, je vais le défendre, mais moi je suis à l'écoute aussi de mon équipe XO. Ce qui compte pour moi, c'est le livre, l'expérience de lecteur, et moi ce que je veux, c'est qu'on donne les meilleures chances à mon livre de rayonner, quoi. Donc, la couverture. La couverture, pareil, c'est une discussion, c'est un échange. Là, on a eu plusieurs itérations, plusieurs propositions. On a fait des allées et venues avec Bruno, donc le directeur artistique de XO. Et pour le coup, ce qui est intéressant, ce qui est marrant même, c'est que cette couve, ce visuel, c'est le premier visuel que j'ai envoyé à XO quand j'ai pitché, tu m'excuseras encore du mot, quand j'ai présenté le projet du bouquin. J'avais fait, moi j'aime bien faire des présentations qui sont comme avec un résumé, on va dire les points forts du livre, qui sont comme un repère sur lequel je vais revenir durant l'écriture. C'est-à-dire que je le donne à XO, comme ça on tombe d'accord, on se dit ok, on part sur ce projet-là, c'est parti, on signe notre contrat, on y va. Mais en fait, eux ne me le demandent pas. C'est moi qui me l'impose, et je trouve ça intéressant de le relire au gré de l'écriture pour savoir si je suis toujours fidèle à cette idée de base. Est-ce que je suis fidèle avec ce que je voulais raconter de ma thématique, de mes personnages. Et pour présenter ce projet, j'avais une couve
qui était quasiment celle-là. En fait, j'avais trouvé cette photo d'un photographe qui a fait une photo magnifique en Corse. J'avais transformé l'eau en couleur rouge sang, c'était très simple, très graphique. Et puis j'aimais l'idée que, évidemment, quand on fait attention, ce visuel représente la silhouette de la Corse, mais plus largement, c'est un rocher. C'est qu'un restaurant corse en bas. Ah bah écoute, la prochaine fois on y va. Et plus largement, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que c'est un rocher, c'est vraiment une photo de Corse. C'est le Capo Rosso qui est à la pointe des calanques de Piana. C'est une caverne finalement qu'on peut traverser en bateau. D'ailleurs j'y étais en septembre, j'ai ramené des images que je montrerai bientôt. Et ce que j'aimais, c'est que c'est vraiment un lieu du livre. C'est un des lieux au cœur du livre. Et donc c'est assez chouette, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est que certains lecteurs n'ont même pas vu que ça représentait la Corse. Donc c'est rigolo. Ouais. Tu comptes le présenter là-bas en Corse? Bien sûr. Là, il y a des lectrices et des lecteurs corses qui sont bien entendu en train de le découvrir. Je croise les doigts pour qu'ils se l'approprient, parce que comme tu le sais, c'est une déclaration d'amour à ce peuple et à cette île. Donc je serais trop heureux qu'ils comprennent ce que je voulais raconter. Tu as vu déjà qu'il y a notre ami de la librairie des songes qui attend, à Cisco. J'espère que le livre lui plaira. Parce il que était libraire à Marseille avant lui. Ah d'accord, parce qu'en toute humilité, j'ai pas la prétention d'être corse, mais j'ai tout fait pour bien m'immerger dans cette culture, ces traditions, ce pays et son histoire. J'ai parlé avec des Corses avant de préparer mon livre, donc des personnes qui m'ont accompagné pour être sûr que je me trompais pas de voix. J'ai discuté aussi, comme tu le sais, je pense que tu as vu dans les remerciements, j'ai pu discuter avec des membres d'associations corses qui se battent aujourd'hui pour lever la loi du silence en Corse. Donc notamment Dominique Bianconi, que je salue, qui travaille pour le collectif Mafiano à Vitaillé, qui est une association qui existe depuis 2019, qui organise des marches blanches, donc des manifestations pacifiques, pour qu'aujourd'hui, enfin, les Corses acceptent de parler, que les Corses n'aient plus peur, et que ce règne du silence, ce règne de la violence et de la peur prenne fin en Corse, un peu sur le modèle du soulèvement populaire qui a eu lieu dans les années 70 en Sicile pour mettre un peu à mal la Cosa Nostra. Et donc c'est des gens qui se battent, qui font des communiqués, qui font des réunions, qui font des conférences, qui essayent aussi d'alerter les pouvoirs publics, l'État et les organismes d'État pour qu'enfin il y ait des investissements qui soient faits pour vraiment combattre là où ça leur fait mal ces groupes de grand banditisme. J'ai parlé avec pas mal de gens et donc maintenant la vraie surprise, ça va être l'accueil que vont faire les Corses à ce livre qui j'espère qu'ils vont le comprendre. J'ai aussi travaillé avec quelqu'un que je salue aussi qui s'appelle Camille Canonici, qui est professeur de Corse, qui m'a accompagné, parce que tu le sais, il y a beaucoup de citations en Corse. Il y a aussi cette envie d'avoir un Corse qui fait partie de la langue. Donc il y a beaucoup de mots en Corse, beaucoup de fins de ponctuation en Corse, des mots qui sont comme ça, comme des repères dans leur manière de parler à ces jeunes, la bande des Biasini. Il y a des proverbes, il y a des extraits de chansons, des extraits de contes. Et j'avais cette envie de raconter la culture, la tradition, et j'ai été bien aidé par Camille, parce que la langue corse c'est une langue vivante qui évolue, qui change. C'est une île, mais malgré le fait que ça soit une île, on ne parle pas le même corse entre Porto Vecchio au sud, Bastia au nord. Il y a des expressions, des manières de dire qui sont différentes. Donc Camille m'a vraiment beaucoup aidé pour ça. Et donc j'ai tout fait pour faire mon livre, pour qu'il rende honneur à ce peuple. J'espère que maintenant ils vont se l'approprier et qu'ils vont l'aimer. C'est ce que m'expliquait aussi Philippe Moncho quand il est venu ici aussi. C'est évidemment cette diversité qu'il y a dans différentes régions. C'est, pour moi, la Corse, tu vois, en termes de paysage, déjà, j'ai l'impression, on dit souvent que la Corse résume à elle seule tous les paysages de France. Et il est vrai que c'est pas une surprise si des gens qui ont beaucoup vadrouillé, qui ont beaucoup voyagé, posent leur valise en Corse. Ça veut tout dire, c'est que je pense que c'est là-bas, tu retrouves moi j'ai l'impression quand je me balade, tu vois, je suis parti une semaine en septembre pour marcher sur la trace de mes personnages avec quelques amis. On a marché, on a fait Tramare Monti, qui est un sentier qui part de Corté dans les terres et qui arrive à Porto au bord des Calanques. On a marché 5-6 jours et j'ai été émerveillé comme mes camarades par les changements d'ambiance, d'univers en quelques heures de marche.
et puis surtout cette plénitude d'être dans la nature totale. Et en effet, moi il y a des endroits, j'ai l'impression d'être dans le Cap Corse. Pour moi, on pourrait se croire en Bretagne avec ses grandes falaises, ce côté assez abrupt, quasiment très minéral. Dans le désert des Agriades, comme son nom l'entend, c'est un coin avec des grandes plages, on se croirait sur des plages un petit peu tropicales. Après on va redescendre les Calanques de Piana, ce paysage à nul autre pareil, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on remonte de là vers les terres, on se croirait dans le Colorado avec ces grandes forêts de pins, les pins Lariccio, ces pitons rocheux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que j'aime avec la Corse, c'est qu'elle n'a jamais fini de nous surprendre. Comme le dit Barthes au début du roman, la Corse est un secret dont on n'a pas la clé. Difficile de la quitter. Toujours, impossible. Tu étais à l'affiche avec Henri qui est venu ici, ouais. avec Bernard qui est venu oui. ici. Tu es là. Ouais. Qui sera le quartier mousquetaire? Pour le groupe Polar chez oui. EXO. Il y a déjà Nicolas Beuglet, tu sais, oui. qui est un auteur brillant qui fait partie de l'équipe. Je crois que Cédric Banel, un auteur, nous rejoint chez EXO, qui lui fait des super romans d'espionnage, qui arrive, je crois, début mai avec son nouveau thriller d'espionnage qui a l'air vraiment génial, qui se passe qui joue avec les zones d'ombre du conflit en Ukraine, avec la place de la Russie dans toute cette histoire. C'est quelqu'un qui a l'air assez brillant, hein, qui a longuement travaillé je crois, avec les services secrets. Je n'ai pas encore eu le plaisir de le rencontrer, mais j'entends beaucoup de bien de son livre. Eh bien Olivier, je te remercie d'être venu. Je sais que le temps est compté. Toujours un plaisir d'être à tes côtés, Willy. Voilà. Eh bien à très bientôt, l'année prochaine, au prochain. J'espère. À bientôt. On est dans les temps.